Le projet ATF, qui est une réalité, qui a été présenté le 20 novembre d'ailleurs par le CEMAT à Satori, et le travail d'un an, et je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a dedans. Il s'inscrit dans une dynamique, vous voyez, qui est un tout en fait, qui est un peu la troisième brique. Je vais vous expliquer un petit peu ATF, je ne vais pas vous le décrire, mais vous dire pourquoi est-ce qu'on l'a fait, qu'est-ce qu'il y a dedans et quels sont un peu ses particularismes. Alors, la méthode, voilà ce qui s'est passé. Alors, je ne veux pas être trop conceptuel, mais ce qui vous intéresse, c'est qui a fait ce livre, et après on vous dira pourquoi et qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, qui a fait ce livre? D'abord, c'est pas de l'intuition, hein, c'est un livre qui s'est appuyé sur une méthode et également sur les expertises. Donc, j'ai lancé ça parce que j'avais pris cette initiative avec le chef d'état-major de l'armée de terre. On a lancé ce projet il y a 1 an. Voilà, donc c'est à la rentrée l'année dernière. On s'est dit, il faut remplacer Engagement terrestre qui commence à prendre des rides par un nouveau document qu'on maintenant on appelle ATF, Action terrestre future, et qui a pour but de réactualiser un petit peu l'expertise faite par l'équipe de 99, qui était pilotée par Ballarin, et en même temps de voir ce qui a changé et vers quoi il faut s'orienter en termes d'équipement et de capacité. Donc j'ai choisi mes meilleurs colonels. Bon, je plaisante, mais j'ai choisi le bureau plan, qui est un des 5 bureaux que je commande et qui est tourné vers l'avenir, qui est tourné vers les 30 ans, les 20 ans, et en même temps qui fait tout ce qui est arbitrage et en même temps études capacitaires. Et là, il y a 8 colonels et lieutenants-colonels, dont le lieutenant-colonel Cossal, qui est ici, donc il pourra répondre à vos questions les plus pointues en termes conceptuels, mais dont le lieutenant-colonel Cossal. Et donc, ces 8 colonels, je leur dis, écoutez, vous affranchissez un peu de ce que vous savez, et vous m'imaginez l'avenir, ou en tout cas, comment gagner la prochaine guerre, ou en tout cas ne pas la perdre. Et quelles sont les capacités futures. Donc partant de là, et vous ne le faites pas seul, vous le faites avec des organismes également interarmés. Donc ils ont eu des experts de l'EMA qui sont venus, du CICDE, on a eu des gens également de la STAD, du CDEC, enfin on a ouvert un petit peu les limites pour pouvoir avoir des gens d'expertise différentes, avec des chercheurs interarmés, mais également des experts civils et des gens des think tanks. Alors, comment on l'a fait? La méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode des scénarios, hein, qui est souvent utilisée pour ces travaux prospectifs et pas seulement militaires. Donc, la méthode des scénarios. Ça veut dire que, d'abord, on a fait mener une réflexion sur les variables. Vous voyez ce qui est à gauche. Alors, les variables, ça veut dire quoi? En fait, c'est qu'est-ce qui influe sur l'environnement et donc sur l'engagement de nos forces. Bien évidemment, c'est les populations. Donc, où sont les populations? Quel type de population? Caractéristiques de population, les progrès technologiques, hein, je vais vous en reparler, la nature des adversaires. Tout ça, ce sont les variables qui évoluent et qui provoquent l'évolution des forces terrestres. Ensuite, vous avez la construction des scénarios. Donc on a imaginé des scénarios. C'est pas compliqué, hein, imaginer des scénarios. Vous allumez la télé, vous regardez ce qui se passe autour, vous avez tous les scénarios possibles, hein, du désert à la ville, de la basse intensité à la haute intensité. Alors, je ne crois pas qu'on ait fait un scénario sur l'Antarctique. Là peut-être on a eu un oubli. J'espère qu'on ne sera pas rattrapé par la réalité. Mais on a imaginé quand même beaucoup de choses en termes de scénario, en s'inspirant du présent et en essayant d'imaginer l'avenir. Ensuite, on a croisé tout ça et on a mis en situation nos forces en se disant, à partir de ces variables, de ces scénarios, qu'est-ce qu'on peut imaginer face à quel type d'adversaire, dans quel milieu géographique, et puis ça va du désert à la zone urbaine. Voilà, partant de là, on a essayé de mieux comprendre un petit peu les transformations de la guerre, puisqu'on en parlait à l'instant, transformation de la guerre. On vit finalement des guerres qu'on n'a pas connues pour certaines depuis 30 ou 40 ans. On découvre des guerres qu'on n'a pas connues parce que quand vous êtes dans la cyberguerre, on ne l'a pas connue avant. Donc on a vraiment une palette de crises et de guerres qui est très ouverte. De la guerre classique, asymétrique, symétrique, jusqu'à des guerres technologiques qu'on n'imagine pas. Donc c'est tout ça qu'on a essayé de voir. Et partant de là, de ce spectre ouvert, la question à laquelle il fallait répondre, c'est quel rôle pour les forces terrestres, hein, et dans ces conditions de quoi on a besoin pour gagner, donc quel rôle pour les forces terrestres, et finalement quelles sont les qualités qu'il faut privilégier. Là, on s'est, je ne vais pas dire amusé, mais là je vous ai mis sur cette diapo, et à mon avis elle est intéressante parce que vous voyez quelles étaient les conclusions qui avaient été tirées par l'équipe de 99 sur l'environnement et sur quelles étaient un petit peu nos forces, en tant que militaires et militaires terrestres, mais pas seulement. Et qu'est-ce qui a changé en termes de contexte stratégique et technologique. Donc vous avez à gauche, en 99, les conclusions principales d'engagement futur, et à droite, vous avez les conclusions à laquelle on arrive. Donc très sommairement, c'est
La domination occidentale est contestée, parce qu'à la fois dans la dimension économique, militaire, démographique, certains ont bien l'intention d'être les premiers, on les comprend. Ensuite, transformation technologique, de nombreuses innovations qui apparaissent depuis 10-15 ans, nanotechnologie, l'intelligence artificielle, le développement des nouveaux matériels, des nouvelles sources d'énergie, qui vont bien évidemment avoir une influence sur nos équipements. Et puis aussi, dans le cadre de la R&D, jusqu'à présent, les États avaient quand même le monopole de la R&D. La DGA, si vous voulez, avait quand même drainé avec ses PEA, ses études amont, ce qu'on faisait de mieux. Maintenant, quand vous regardez bien, vous prenez le conglomérat Yahoo, Amazon, Google et Apple, 35 milliards en R&D. C'est plus que ce que fait la puissance américaine dans son R&D militaire. Donc vous voyez bien que ce ne sont plus les étatiques qui gèrent maintenant la partie R&D et donc qui nous concerne sur toute la partie technologique. Donc ça, nos adversaires, ils en profitent également. Le terroriste en profite parce que il sait très bien toucher aux technologies. Le hacker, il est derrière de la technologie moderne. Et donc il attaque non seulement son voisin, mais aussi les puissances étatiques. Le PC de Daesh, il s'appuie sur l'Internet et sur des moyens très modernes, cryptés. Vous voyez bien, ils savent utiliser les technologies qui sont des technologies montantes. Donc la conséquence, c'est que lorsque vous regardez bien, le changement, il s'appuie bien sûr sur ces moyens-là, et il peut attaquer nos moyens de commandement, nos flux logistiques, nos bases arrières, nos réserves. Et donc c'est à ce titre qu'on dit que c'est peut-être la fin du confort opératif. C'est la fin du confort opératif. Ensuite, on a un retour au volume qui contraste un peu avec le corps expéditionnaire occidental gérera un peu toutes les crises. Vous voyez les crises qui se passent autour de nous, c'est quand même du volume. C'est des combats de chars à l'est, c'est du volume également dans les zones urbaines, mélangé avec du brouillage, on en parlait, brouillage offensif, avec du cyber. Donc on change de portage. Barkhane, c'est bien, Serval, c'est le passé. Je peux le dire, moi. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Donc il faut bien, effectivement, avoir le spectre large et voir un peu tout ce qui se passe. Donc de là, on a rédigé ce livre qui vous donne deux parties. La première, c'est le besoin en armée de terre, c'est en fait quelles sont les permanences, qu'est-ce qui ne change pas, quelles sont les évolutions, les contributions stratégiques des forces terrestres. Alors la diapo suivante, je vous ai résumé, enfin j'ai essayé, ou le colonel Cossal a essayé de résumer en une diapo, les deux parties d'ATF. La première vous donne un petit peu qu'est-ce que c'est que ces permanences, ces évolutions et la participation. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle les qualités ou les facteurs de supériorité opérationnelle, les FSO, en langage un peu scientifique ou propre prospectif, mais ce sont les qualités. Donc moi, ce que j'en retiens, c'est vous avez 8 qualités, certaines n'ont pas bougé. Vous avez entouré en rouge celles qui évoluent. Voilà, les 3 qui évoluent, qui ont évolué depuis 15 ans, 20 ans, sont les 3 qui sont en rouge. Et au centre, on a mis la masse. Voyez, le volume et la masse. Alors, je vous donne un exemple. Vous voyez, la compréhension, par exemple, il s'agit bien, dans un contexte d'engagement de plus en plus complexe, de relever ce défi cognitif qui est de percer le brouillard de la guerre, notamment dans tout le domaine à la fois de la connaissance des organisations et des dispositifs ennemis. Et donc, de ce côté-là, l'intelligence artificielle devrait nous aider à pouvoir percer ce brouillard et à avoir une meilleure compréhension des choses. Ensuite, la masse que j'ai mis au centre, face à des adversaires qui sont lourdement armés, équipés, là aussi, je ne vous fais pas de dessin, il faut savoir agir face à ces masses, agir en zone urbaine, et puis réaliser des effets de saturation. Donc on n'est pas que sur le coup de commando ou la piqûre de moustique. On sera également amené, si ça se trouve, à effectivement avoir des combats violents et intenses. L'influence pour contrer des récits subversifs, alors au niveau central, bien sûr, parce que tout n'est pas au niveau armée de terre, et également au niveau de la force. Et donc de ce côté-là, il y a une place dans le cyberespace. Voilà, ATF, ça développe toutes ses capacités, ça les décrit, mais ça a aussi une spécificité. C'est la spécificité française. C'est-à-dire qu'en France, et vous le savez, on ne mise pas sur le tout technologique. C'est-à-dire que ce n'est pas la technologie qui va remporter la guerre. La guerre, c'est avant tout une histoire de technologie et une histoire d'hommes. Donc on fait également une place très importante, et je crois que c'est propre aux trois armées, une place très importante à
a une place centrale dans nos engagements aux forces morales, vous voyez, qui est une des 8 FSO, et également aux soucis éthiques. On ne fait pas la guerre n'importe comment. Donc on a essayé de trouver l'équilibre entre la technologie et l'homme. Mais maintenant, ce n'est pas parce qu'on dit qu'il faut appuyer sur l'homme qu'il faut en même temps renoncer aux apports du progrès. Hein, au contraire. Voilà, un mot, toutes ces études, on les a partagées avec nos alliés et on arrive à peu près aux mêmes conclusions, même si elles sont rédigées différemment. Hein, également avec nos anglo-saxons, les Américains et les Britanniques. On arrive bien à la conclusion qu'on ne choisira pas nos prochains combats. On ne sait pas où est-ce qu'on sera engagé l'année prochaine. Ça sera peut-être complètement différent de Barkhane. On ne remportera pas uniquement nos victoires grâce aux hélicoptères, aux forces spéciales et aux tirs au-delà de la vue directe ou aux tirs à distance. Il faudra bien s'impliquer, puisque le combat et la victoire, c'est avant tout quand on plante le drapeau sur le PC ennemi. Voilà, c'est d'abord ça. Et donc, c'est bien ça qu'il faut rappeler et qu'il faut envisager. Alors, voilà, la dernière diapo, c'est... Maintenant, vous allez me dire, so what, et après hein, je vous ai parlé un petit peu du constat et de ce qui me paraissait important, de ce qui avait évolué. Bon ben, ATF, je veux dire, c'est un commencement. Je dis souvent en riant à mes bureaux, Scorpion, c'est déjà le passé. Vous voyez, on l'a pas reçu, hein, c'est dans 2 ans les premiers. Hein. Mais je dis, projetez-vous dans l'avenir, faites preuve d'imagination, et en même temps, voyez ce qui se passe autour de vous. Scorpion, ça arrive, ça a été lancé il y a 20 ans par l'état-major de l'armée de terre et la DGA. Donc ça va arriver. Mais ce que j'aurais demandé, c'est maintenant, et après Scorpion. Donc l'étape 2 de Scorpion, à partir de 2025-30, qu'est-ce qu'il nous faut comme capacité pour relever tous ces défis? Qu'est-ce qu'il y aura après 2025 et sur quoi il faut miser? Il y aura des renouvellements d'engins, bien sûr, mais il va falloir aussi miser sur les game changers technologiques. C'est où est-ce qu'il y aura des ruptures technologiques qui vont nous permettre de remporter, en tout cas de ne pas subir, et d'avoir une supériorité opérationnelle sur les autres. 3 exemples. Le cyber-tactique. C'est un peu le triangle que je vous ai mis à la fin. Le cyber-tactique, on y croit. C'est-à-dire quand vous rentrez dans une ville et vous êtes capable d'infiltrer les réseaux ennemis, de savoir où sont les chefs, d'éteindre les lumières dans toute la ville lorsque vous faites une attaque de blindés, et en même temps de pouvoir aveugler l'ennemi, bah oui, c'est du cyber-effet qui est très pratique en termes d'effet militaire. Vous avez un exemple, hein, mais il y en a d'autres. Ou de brouiller ou d'arrêter tous les postes GSM ou autres autour. L'intelligence artificielle, voilà, c'est pareil. Il s'agit de traiter l'information et en même temps de faciliter le travail de tri dans les PC pour aller directement sur les centres névralgiques de l'ennemi. Et puis les systèmes robotisés, bah écoutez, c'est là, si on peut remplacer du combattant par des robots, autant le faire. Je veux dire, toutes ces réflexions, elles ont été menées par des gens qui ont fait, je ne vais pas dire la guerre, mais qui ont fait des engagements. Donc très concrètement, et je vous l'avais dit pour certains, moi à Serval, je rêvais d'une chose, c'est d'avoir les capacités que j'ai écrites dans les BOA. Je vous donne 2 exemples. Si j'avais pu avoir les mini-drones qui rentrent dans les grottes pour aller tuer les gars au fond des grottes plutôt que d'envoyer mes soldats, je pense qu'on aurait économisé des vies, même si on a eu peu de morts. Ensuite, si j'avais pu avoir des plateformes avec les dissociations capteurs-effecteurs qu'on va avoir avec le travail collaboratif, le combat collaboratif de Scorpion, pour pouvoir tirer au-delà de la vue directe et taper sur les pick-up qui nous tiraient dessus ou qui nous attendaient pour les embuscades, et bien là, effectivement, on aurait remporté des plus belles victoires. Donc c'est ce qu'on va avoir avec Scorpion et c'est ce qu'on vise pour le coup d'après. Vous voyez, toute cette réflexion prospective, elle nourrit les soldats qui font la guerre et moi, elles m'ont aussi orienté dans la façon dont j'ai engagé mes unités. Et elles m'ont également nourri pour pouvoir ensuite préparer l'avenir. Voilà, j'ai terminé. Ces game changers, donc c'est des plateformes mobiles, c'est des capacités nouvelles. Et puis en même temps, c'est pouvoir préparer l'avenir. Donc ATF décrit l'avenir, décrit le présent, et donc nos capacités, mais il prépare surtout l'avenir.